Cette journée consacrée aux thématiques de l'obstination déraisonnable représente une journée importante pour l'institution parce qu'elle permet à nos différents professionnels d'échanger sur ce qu'ils rencontrent et comment ils sont confrontés à ces situations. Il y a des équipes qui viennent témoigner de ces situations. C'est l'occasion d'échanges avec les représentants des usagers, c'est l'occasion d'échanges entre les équipes et puis avec des intervenants extérieurs. On a conçu cette journée comme essayant de réfléchir à une boîte à outils pour les équipes soignantes, la question de la temporalité de l'annonce, de la confiance qu'on peut avoir rompue par une opposition entre une certaine objectivité et rationalité médicale et une subjectivité. Et puis on va mettre en débat aussi tous les dispositifs dont on peut avoir besoin ou qui peuvent aider à apaiser la situation, notamment la médiation, les consultations d'éthique clinique, éventuellement les représentants des usagers. Il est important que le grand public, les citoyens, s'emparent de ce sujet et au-delà des débats qu'on peut avoir dans les médias sur la fin de vie, comprennent qu'il est important d'avoir écrit des directives anticipées et désigner une personne de confiance. Pour les professionnels de santé, la formation existe aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup à faire pour enseigner au moment des études médicales, des études d'infirmiers, enseigner ce qu'on appelle les humanités, la psychologie, la philosophie, le droit, pour être mieux armés à faire face à ces situations complexes. Nous, on essaye d'intervenir au centre d'éthique clinique au moment où se pose la question et où finalement il y a un doute. La consultation d'éthique clinique fonctionne le mieux au moment où ce doute est discutable et où chacun essaye d'avancer avec l'autre sur qu'est-ce qu'on va retenir comme argument dans ce cas particulier. Pourquoi, par exemple, en tant que médecin, je vais m'y prendre différemment de d'habitude en limitation à traitement parce que j'ai rencontré cette famille ou parce qu'ils m'ont donné des éléments particuliers concernant ce patient. Il faut quand même le répéter, la plupart de ces situations en réanimation ou dans d'autres disciplines se passent bien. C'est effectivement dans une minorité où ça se passe moins bien. On a vraiment un rôle d'assistance et de conseil, quelle que soit finalement l'étape dans laquelle se trouve l'équipe soignante par rapport à un proche en fin de vie hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc on peut être saisi finalement tout au début pour les conseiller sur la communication, la médiation avec la famille, en plus des garanties procédurales posées par la loi, jusqu'à un conflit qui est judiciarisé, où là évidemment on va intervenir en appui, en défense de l'institution et des équipes soignantes. Ce qui est très important, c'est de réfléchir tous ensemble à la place des proches dans cette décision très délicate que sont amenées à prendre les équipes quand il est question d'arrêter les traitements. Les équipes vont être confrontées à ces proches qui viennent avec une histoire qui est une histoire continue pour eux. Et pour les équipes soignantes, c'est une histoire qui ne commence qu'au moment où le patient est dans la chambre. Et c'est ces deux histoires, cette temporalité qu'il faut appréhender avec bienveillance pour leur permettre et aux proches et aux soignants de se retrouver dans une décision copartagée et co-construite. Pour finir, le dernier point est probablement lié à la terminologie qui est utilisée, que ce soit celle d'obstination déraisonnable, celle de limitation des soins ou même celle d'arrêt des soins. Dans tous les cas, le soin ne s'arrête pas. Le soin permet d'accompagner le patient et les proches dans ces moments douloureux.